Ecopolis, de cette invitation, effectivement, voilà, pour l'intérêt qui a été porté au projet de Grand Poitiers Communauté Urbaine, plus exactement, donc, sur un groupe scolaire Andersen, donc, qui mêle primaire, élémentaire, maternelle, dans un quartier politique de la ville, donc un quartier prioritaire. Donc voilà, donc c'est pour vous raconter un petit peu l'histoire. Alors je vais repasser à la slide suivante. C'est bon. Alors c'est pas très clair, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu au niveau de l'affichage. Donc c'est un projet. Alors pour vous reprendre le début, l'ARS Nouvelle-Aquitaine est venue voir plusieurs élus de la Nouvelle-Aquitaine, des maires, pour essayer de les convaincre de faire une évaluation d'impact en santé sur différents projets, notamment des projets urbanisme, qu'ils pouvaient mener dans leur collectivité. Donc à vous dire qu'à cette période-là, c'était, je sais pas, 2015, quelque chose comme ça. Dans les petites communes rurales, l'EIS, déjà la santé, c'est pas quelque chose dans les politiques publiques qui est très abordé. Voilà, on n'est pas au niveau de Paris et de l'Île-de-France. Donc voilà, donc l'acculturation a été compliquée, pas facile tout de suite. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine a quand même insisté auprès de la ville de Poitiers pour que ce soit mené du coup sur une ville qui était une des plus grosses de Nouvelle-Aquitaine, donc, enfin, en tout cas de l'ex-région Poitou-Charentes. Donc voilà, donc on a essayé de se lancer là-dessus avec un budget de 25 000 euros, financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, parce que sinon je pense qu'on ne se serait pas lancé, on va être très franc. Donc on était novices, en tout cas moi j'étais novice là-dessus, voilà, donc on s'est dit sur quel projet partir, parce qu'il faut, ça a été évoqué tout à l'heure avec la ville de Paris, un projet qui soit assez avancé mais pas trop pour pouvoir mener une UES, donc ça c'était un petit peu compliqué. Et puis faire de l'acculturation des politiques, des services. Donc là, ça c'était très compliqué. Combien de fois je suis allée devant le président de Grand Poitiers pour lui expliquer un petit peu ce que c'était, tout en sachant que moi j'étais pas une experte non plus. Voilà, donc c'était pas facile. Les services, la première fois qu'on les a réunis lors d'un comité technique ou comité pilotage, c'était très compliqué, ils se parlaient peu, la coordination n'était pas facile. On avait un service éducation qui disait si, moi les EIS, j'en fais tout le temps, je sais ce que c'est, vous n'allez pas m'expliquer ce que c'est. Voilà. Donc alors qu'une EIS c'est vraiment très particulier, donc il a fallu vraiment faire une acculturation de cette démarche pour qu'ils comprennent un petit peu ce que c'était. Donc ça a été le cas lors d'une formation action de 2 jours qui a été proposée aux différents partenaires du projet. Donc là, on a expliqué un petit peu ce que c'était cette démarche, qui était des déterminants de santé aussi, parce que les déterminants de santé, croyez-moi qu'il n'y avait pas grand monde qui, à part peut-être le pôle santé de la ville de Poitiers, mais peu de monde connaissait au sein de Poitiers ce que c'était. Donc voilà, il y avait tout ça à proposer, du diagnostic en marchant. On s'est déplacé aussi autour du groupe scolaire pour déjà envisager le périmètre, parce que c'est un gros périmètre. Alors évidemment, on n'est pas sur le périmètre de Hébert tout à l'heure, ça n'a rien à voir, mais quand même, à notre échelle, c'est des périmètres importants, donc on ne peut pas se focaliser sur une étude à 25 000 euros sur tous les déterminants de santé, sur toutes les composantes du groupe scolaire. Donc il a fallu se focaliser, donc on s'est focalisé sur 3 déterminants de santé, donc en accord avec les politiques. Donc ça a été la cohésion sociale, les comportements de vie sains et puis l'accès à l'art et à la culture. Donc voilà, on s'est focalisé là-dessus. Donc on a dit comment est-ce qu'on travaille. Donc on a pris un prestataire, Novascopia, présenté ici par Yann, qui vous expliquera un petit peu plus que moi la démarche de façon plus approfondie tout à l'heure. Et donc on a constitué un comité de pilotage, des comités techniques. Donc voilà, tout ça il a fallu déjà qu'on se parle. Donc le groupe scolaire a été inscrit, en fait, on a toute une rénovation du quartier, ce qu'on appelle le quartier des Couronneries à Poitiers. Je vous invite à venir voir sur Poitiers. Je ne sais pas si la plupart sont parisiens, voilà. N'hésitez pas à venir.
donc qui est en réhabilitation complète en fait dans le cadre du NPNRU. Voilà, donc du coup c'était vraiment l'opportunité un petit peu innovante de proposer cette EIS sur ce projet-là, parce qu'on y voyait un impact à la fois pour les personnes, les enfants qui côtoyaient le groupe scolaire, mais aussi pour tout un impact sur la vie de quartier, parce que l'idée c'était de faire venir un petit peu de gens, de personnes d'ailleurs sur ces quartiers-là. Voilà, donc du coup c'était un challenge aussi. Sur cette démarche, on a fait pas mal de questionnaires, des questionnaires assez innovants, ambiance santé à l'époque. Voilà, c'était peut-être assez innovant parce qu'il n'y avait pas énormément de prestataires qui proposaient des EIS, il me semble, à l'époque. Nous, quand on a fait l'appel à projet. Donc, on avançait un petit peu en marchant aussi. C'est le cas de le dire. Et du coup, on a questionné les parents, on a fait des ateliers mixtes, on a questionné, moi j'y tenais énormément, on a questionné les enfants. Donc ça, c'est vraiment une particularité au projet. On était vraiment dans la démarche participative, mais à tout niveau. On a eu de l'observance à l'intérieur des écoles, de façon à voir comment se comportaient les gens, les parents, les enseignants, toute l'équipe éducative. Voilà, parce qu'il y a énormément de partenaires qui drainaient autour de ce projet. Une vraie démarche participative avec le centre d'animation qui était partie prenante, avec une explication de l'EIS à la population de ce quartier. Voilà, et inscrite encore une fois dans le NPNRU. Donc on avait l'avantage qu'il y avait déjà des travaux qui étaient initiés dans le cadre du NPNRU, donc on s'est greffé un petit peu sur ces travaux-là pour expliquer l'EIS de façon un petit peu transversale sur ce groupe scolaire. Et donc, on a posé des questionnaires, on a fait une revue de littérature, effectivement. Et il y a un petit peu des bases qu'on a retrouvées dans vos présentations, des bases, voilà, les recommandations qui ont suivi. On a eu 15 recommandations qui ont suivi. Le suivi, l'évaluation, qui là aussi est une grosse démarche qu'on n'a pas terminée, d'ailleurs, parce que le groupe scolaire n'est pas encore réhabilité, parce que effectivement il y a eu du changement politique municipal, donc il a fallu revoir un petit peu le projet. Donc on espère qu'en 2025, ma collègue Aude vous en reparlera un petit peu plus de tout à l'heure, comment cette première étude d'évaluation d'impact en santé a un petit peu permis aux politiques de leur faire prendre conscience que la santé au sens de l'OMS, on est bien d'accord, a une réelle importance dans les décisions des politiques au niveau des collectivités, mais encore davantage dans des petites communes ou petites collectivités, parce qu'elles sont au plus proche des habitants et c'est vraiment la vie quotidienne en fait qui draine tout ça. Donc il a fallu faire comprendre aussi aux politiques l'importance des EIS ou d'un urbanisme favorable à la santé. Donc l'idée, c'est vrai que c'est de faire émerger ces questions de santé publique dans toutes nos questions de politique publique. Donc là, on sent un frémissement après quelques années. Donc le projet, l'EIS s'est terminé en 2019. Il n'y a pas eu l'impact qui a suivi, moi je trouve, avec tout le travail qu'on a fourni, même si parce qu'on n'avait vraiment pas les équipes qu'on parie, bien évidemment. Donc c'était très novateur. Et c'est vrai qu'on a un petit peu été déçus du manque de conscience un petit peu politique de nous, ce à quoi on croyait vraiment, parce que voilà, vous êtes tous là et vous y croyez tous, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas encore ça. Et là j'ai l'impression que ça commence il y a une conscience. Après il y a toutes les questions politiques, techniques, aussi bien politiques des élus que des services. Voilà, on va pas pouvoir mener ça sur tous les projets politiques, on n'a pas en interne un service dédié à ça, même si on a un service santé à la ville de Poitiers. On n'a pas les moyens financiers, on ne peut pas travailler tous les projets politiques, même s'il faudrait mettre de la santé de façon transversale sur tous nos projets politiques. Alors je ne parle pas que de l'urbanisme, parce que c'est vrai que ça parle davantage, quand on travaille sur un projet urbanisme santé, ça parle beaucoup plus
aux politiques, parce que c'est plus concret. Ils voient tout de suite l'impact. Mais nous, l'idée, c'est de travailler sur des projets RH, des projets sociaux. Voilà, enfin, tous ces projets-là qui nous tiennent à cœur et qui ont une importance primordiale dans les collectivités, parce que c'est vraiment du quotidien, sur le volet scolaire, éducatif, mais plus largement que ça, sur le projet éducatif global. Enfin voilà, voilà. Aude parlera un petit peu des projets qu'on a en cours. Je vais laisser la parole à Yann, je vais arrêter de parler, je vais laisser la parole à Yann pour voir un petit peu sur la partie technique comment on a mené cette EIS. Merci Isabelle. Bonjour à tous, donc Yann Moisan de Nova Scopia. L'idée d'aujourd'hui, c'était de vous présenter le déroulement de cette évaluation d'impact en santé. Donc, elle s'est déroulée sur 12 mois. On voit que ce type d'étude se déroule en général sur ce créneau-là, on va dire en moyenne 12 à 18 mois. On aime bien travailler sur 18 mois, mais on est souvent contraint sur des échéances programmatiques, justement, pour pouvoir adapter la temporalité de l'étude au calendrier de la programmation urbaine. Ce fut le cas ici. Ce projet de réhabilitation, j'en dis quelques mots. Merci Isabelle d'avoir relancé l'histoire. C'était la première EIS à l'échelle de Poitiers, Ville et Grand Poitiers. Il y avait aussi ce sujet-là. On est dans le quartier des Couronneries, donc un des 4 quartiers prioritaires de la ville, 9000 habitants, une école en cœur de quartier, vraiment en bas des tours. Les tours surplombent, donc avec une majorité des parents d'élèves qui voient la cour de récréation. C'est pas anodin dans la configuration géographique. Un projet de réhabilitation, du coup, dont l'EIS a été le cœur du sujet. Là aussi, c'est pas anodin pour nous qui travaillons. Je crois qu'on doit avoir réalisé une vingtaine d'EIS aujourd'hui à l'échelle nationale. Les 3/4 des EIS se font à l'échelle, dans celles sur lesquelles on a travaillé, à l'échelle de quartier politique de la ville, souvent, de plus en plus en milieu rural, mais ici, l'intérêt et l'originalité, c'était de travailler à l'échelle d'un équipement accueillant du public, et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que c'est très pertinent de pouvoir envisager des EIS à l'échelle d'équipements publics accueillant en particulier des publics fragiles. Alors là, ce fut le cas pour une école maternelle et primaire, plus de 500 élèves, grosse équipe enseignante, donc une place très structurante, je l'ai dit, au niveau du quartier, spatialement, mais aussi socialement, et presque qui donne aussi une image au quartier. Il faut savoir que le questionnaire, donc je m'arrête un peu sur cette diapo-là pour vous parler du diagnostic de départ, je ne vais pas revenir sur les phases de IS, mais cette phase de diagnostic, ici, elle a été particulièrement intéressante parce qu'elle nous a permis de sonder le regard que portaient les habitants, les parents d'élèves, mais aussi les acteurs de quartier, la pharmacie, la poste, le centre social le plus proche. Il y a un centre culturel assez important à proximité pour envisager avec eux quelle image avait l'école. Et finalement, on retombait sur quasiment l'équivalent, le miroir de l'image portée sur le quartier. Une image très dégradée, vétuste, avec des mésusages, et du coup un sentiment d'abandon important. Donc beaucoup d'attentes sur ce projet de réhabilitation, et revenir sur le fait que le fait de choisir de mener une EIS sur un équipement scolaire dans un quartier comme celui-là, ça a du sens, je le dis pour les collectivités qui n'ont pas encore mené d'EIS, ça a du sens aussi de pouvoir l'envisager sur des équipements accueillant des personnes âgées. Là aussi, par rapport à l'objectif de lutte contre les inégalités sociales de santé, on dit c'est à chaque fois difficilement mesurable,
Les indicateurs sont longs à choisir, à déterminer, mais aussi à suivre. Céline Legout l'a dit tout à l'heure, on est sur des temporalités 5, 10, 15 ans, 5 ans, sur les premières, sur le court terme, c'est 5 ans. Et du coup, c'est aussi intéressant de pouvoir envisager et de privilégier des études qui vont se révéler utiles pour les populations les plus fragiles. Là encore, vous aurez le rapport est en ligne, et puis je crois sur la fabrique Santé Territoire, donc ne vous inquiétez pas par rapport au fait que ça soit aujourd'hui illisible, encore plus pour ceux qui sont loin. L'idée ici, c'était de revenir sur la méthode. Donc la méthode qui s'est déroulée en 2 étapes importantes, l'analyse des impacts, le choix des déterminants de santé sur lequel s'est porté, qui a été co-construit avec à la fois les acteurs de l'école, ceux du quartier et les élus. Là encore, on est sur un volontarisme politique, mais tu l'as dit Isabelle tout à l'heure, l'appropriation des enjeux par les acteurs de l'équipement est tout aussi important. Ici, l'idée, c'était de travailler, de confronter à la fois les orientations urbaines de départ. On a travaillé conjointement avec un cabinet de programmation urbaine qui s'appelle EMIS, qui a du coup suivi le IS de très près, et avec qui on a aussi co-construit les recommandations qui seront présentées brièvement par la suite. Ici, du coup, 3 déterminants de santé ont été prioritairement travaillés. Donc, la réhabilitation urbaine et ses impacts sur les comportements de vie sains. Donc, c'est finalement quel est le rôle de l'école en matière d'hygiène de vie, comment elle se traduit. Et sur ce sujet, on a prioritairement travaillé sur les questions de rapport au sommeil, le rapport à l'hygiène corporelle et autour de hygiène corporelle et soins, et notamment, j'en dirai quelques mots, l'accès aux sanitaires. Clairement, sur ce sujet-là, au début, quand on l'a abordé, quand la médecine scolaire ou la ville, où les parents ont dit on tire la sonnette d'alarme sur ces lieux-là, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui rentrent parfois dans les couloirs des écoles primaires, ça a fait sourire de se dire oui, on fait une EIS pour travailler sur l'accès aux sanitaires des tout-petits. Aujourd'hui, ça le fait beaucoup moins, parce qu'on était aussi avant la crise sanitaire, et qu'on a pu travailler à la fois sur l'hygiène corporelle des mains, mais aussi l'accès à l'eau et les conditions d'hydratation des enfants, notamment des tout-petits, qui ne peuvent pas toujours exprimer ce besoin comme les plus grands. Donc de pouvoir différencier aussi la configuration de ces sanitaires en fonction de l'âge, notamment de la maternelle et du primaire. Cohésion sociale et équité, donc là c'est, je dirais, une étude qui nous a permis de travailler sur les relations à la fois entre enfants, donc au sein de la classe, dans les couloirs et dans la cour, les relations enfants-enseignants, là aussi qui donnent le ton sur la manière dont les relations et l'environnement d'apprentissage est perçu, les relations parents-d'élèves-école, et enfin, on a tendance à les oublier parfois, c'est toutes les équipes de périscolaires. Les équipes de périscolaires qui sont parfois peu considérées, à la fois en tant que professionnels, mais aussi dans les locaux qui leur sont attribués. Là, l'idée, c'était de pouvoir se dire, finalement, si on travaille à la fois sur la santé des enfants et la santé de toutes les parties prenantes d'un équipement scolaire, alors on met tout le monde sur la même ligne et on regarde quels sont leurs déplacements, quelles sont leurs relations, quelles sont les difficultés qui sont à l'œuvre aujourd'hui
au regard de la vétusté et des mauvaises conditions d'usage de cette école. Et voilà, on travaille sur les intentions, les orientations urbaines aujourd'hui sur papier qui sont des intentions. C'est bien là l'intérêt de mener une EIS et de pouvoir finalement, comme on l'a fait, coter en vert, orange, jaune ou neutre, gris. Qu'est-ce qui apparaît au regard de la littérature scientifique, des données statistiques et de ce qu'en disent les principaux acteurs, de pouvoir caractériser cet impact. Concrètement, là aussi, on avait une commande très claire. On n'a pas un gros budget. On n'a pas un gros budget. On est sollicité par l'ARS. On est volontaire. Par contre, il nous faut des recommandations qui ne soient pas justement des bonnes intentions. Il faut des recommandations qui puissent alimenter le futur cahier des charges de l'urbaniste et de l'architecte avec qui on va confier, avec qui on va organiser le concours. Donc, soyez opérationnels, soyez concrets dans vos propositions. Donc, en gros, ça nous a aussi appris, et au regard des premières EIS qu'on avait réalisées à l'échelle de quartier, à prioriser, hiérarchiser ces recommandations. On n'est pas allé jusqu'à les catégoriser comme le fait aujourd'hui l'équipe de la ville de Paris. Recommandations d'usage, je trouve ça utile, intéressant. Je pense que c'est une bonne pratique qui permet aussi de les affecter à des responsabilités qui dépassent parfois uniquement l'équipe ou la direction santé d'une collectivité. Et du coup, on les a organisées, ces 15 recommandations, à travers à la fois les 3 déterminants de santé, comportement de vie sain, cohésion sociale, accès à l'éducation et à la culture, et l'environnement bâti. Donc en donnant des idées fortes sur chacun de ces recommandations, chacune était du coup associée à 3-4 recommandations le plus opérationnelles possible, touchant à la fois des dimensions sociales, mais aussi des dimensions environnementales et avec un travail particulier sur aussi l'environnement physique qui nous a amené à la fois à travailler à l'échelle du quartier, donc la sécurisation du chemin pour aller à l'école, vaste sujet dans beaucoup d'équipements scolaires, la place de la voiture à l'échelle du quartier, donc là on sortait des murs de l'école mais avec beaucoup d'intérêt, à la fois parce que déjà on s'apercevait que la très grande majorité des enfants venaient à pied, mais que ceux qui venaient en voiture pouvaient créer des conditions d'insécurité pour justement ceux qui faisaient le choix de venir à pied ou en vélo. L'autre sujet, c'était là aussi une prérogative de départ, c'était l'aménagement d'un parvis central donc mixte pour l'école maternelle et l'école primaire, et le regroupement des 2 maternelles qui étaient du coup dissociées au début dans les plans, le bâtiment de départ qui datait des années 70. Juste pour exemple, parce qu'on aurait pu, on a beaucoup travaillé sur la cour d'école qui était qui reste très vaste et très bétonnée, pas d'arbres, pas d'ombre, un grand terrain de foot, une caricature, donc qui nous a permis de travailler sur les questions de genre, de travailler sur justement le rapport entre petits et grands, la place de la sécurité des enfants sur l'heure du midi, pour ceux qui connaissent, et du coup de sortir un peu de l'aménagement stricto sensu des salles de classe et des couloirs pour, là, je l'ai pris pour exemple parmi les 15 recommandations, donc là aussi très en lien avec la médecine scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, les équipes pédagogiques, en gros, une observation croissante
du manque de sommeil des enfants, des tout petits. Je ne vais pas parler de restauration. Du coup, de l'importance d'anticiper à la fois les conditions d'insonorisation des dortoirs, leur configuration aussi, et du coup d'envisager ces espaces comme des espaces santé, ressources, aussi bien pour les enseignants que pour les tout petits. Donc là, ça faisait partie des points qui n'avaient pas été anticipés au départ, parce que angle mort, parce que qui dort à l'école. Et aujourd'hui, les enseignants, les échanges qu'on a pu avoir en amont dans cette première phase de cadrage nous a permis de remettre cette question du sommeil des tout-petits au sein de l'équipement scolaire, au centre des préoccupations. Autre sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, des sanitaires sécurisants qui donnent envie. Là, il y avait la question, une alerte sanitaire pour concrètement indiquer une augmentation des cystites chez les moins de 6 ans, chose qui nous a interrogés assez rapidement. Et puis, après expérimentation des sanitaires, observation des comportements, discussion avec certains parents, on s'est aperçu que là aussi, c'était un sujet qui demandait une attention particulière, un nouvel aménagement, des espaces plus grands, plus sécurisés, qui permettent du coup à la fois un accès facilité, mais aussi donc pour l'usage des toilettes, mais aussi pour l'hydratation. Donc voilà, moi je vais laisser la parole pour conclure à Aude, juste pour vous dire qu'on est... Donc c'est les recommandations aussi, ça c'était un point important. Elles sont proposées, elles sont travaillées par l'équipe technique, donc Ville de Poitiers, le comité technique, on va dire, avec les acteurs du quartier. Il y a une confrontation des propositions, mais elles ont ensuite, et c'était à Poitiers qu'on l'a fait pour la première fois, elles ont été après votées par les élus pour savoir déjà quelles sont celles qu'ils gardent et celles qu'ils jugent inutiles, on va dire ça comme ça, et pour pouvoir les hiérarchiser de manière à ce qu'elles soient prises en compte dans le cahier des charges réalisé par les services d'urbanisme. Merci. Donc bonjour. Donc là je reviens. Donc on a fini le IS en 2019. On est en train de lancer les marchés pour un futur aménagement, donc qui devrait débuter en 2025. Mais on a enfin les plans et ça fait plaisir aussi aux acteurs du terrain, parce qu'en fait quand on les mobilise sur les enquêtes, sur dessinez-moi l'école de demain, etc., les gens ont tendance à attendre un résultat assez proche. Et là, on est quand même 4 ans plus tard, donc il y a eu des changements d'équipe municipale, le Covid, etc. Donc c'est un petit peu long pour aussi mobiliser et maintenir en fait la cohésion, la participation citoyenne autour de ces projets. Juste reprendre l'idée d'un quartier, d'une école très bétonnée, on l'a dit, ouverte sur les tours, avec beaucoup d'insécurité. Des associations aussi présentes au sein de l'école, justement pour aider les parents qui ne parlent pas le français. Et cette école un petit peu vétuste et aujourd'hui qui prend l'apparence d'une école déjà beaucoup plus végétalisée, avec des regroupements des 2 écoles maternelles, une école élémentaire, une ouverture des parents, parce qu'en fait on cantonne l'école à l'éducation nationale et puis aux enfants, mais on oublie les parents, les acteurs de l'équipe périscolaire, on oublie aussi les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, sportifs, culturels, on oublie les habitants, les mamies et les papis qui viennent, enfin bref, il y a tout un quartier qui vit autour en fait de cet aménagement physique. Et donc aujourd'hui on a prévu une zone plutôt accueillante, avec des salles dédiées au café des parents, des salles dédiées pour des structures associatives. On a aussi une salle culturelle, alors qui a fait débat sur l'accès à la culture, qui aujourd'hui se transforme en fait, mais l'EIS permet aussi de poser un peu plus de questions sur l'aménagement finalement de ces 300 mètres carrés, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ok,
on avait prévu un projet culturel, mais finalement, qu'est-ce qu'on a dans le quartier? Qu'est-ce que les enfants veulent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Quels acteurs on a pour faire de la culture? Parce que si on n'en a pas, 300 mètres carrés pour rien. Quand on a des équipes avec 24 élèves dans une école de petite section, on préférait avoir deux classes. Donc tout ça, ça a permis un petit peu d'aller en profondeur dans le projet et du coup de proposer aussi beaucoup de choses, tout comme cette salle qui va devenir plus tard une salle d'activité, enfin multi-activité, qui sera potentiellement gérée par le centre d'animation du quartier et qui sera ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire aussi des structures associatives pourront se saisir de ces 300 mètres carrés-là sans passer par l'école. Et ça rend en fait cette école beaucoup plus inclusive et à l'image du quartier. Une petite nouveauté, c'était une demande des conseillers citoyens, c'est aussi que les structures qu'on trouve dans les cours de récréation, des jeux, etc., c'est vrai que c'est dommage, parce que finalement à 17h, c'est plus possible d'y avoir accès, le week-end c'est plus possible d'y avoir accès, donc on demande via des budgets participatifs de construire des city-stades à côté. Et donc là, il va y avoir une partie de la cour qui sera potentiellement exploitable hors période scolaire. Voilà, donc on essaye de travailler aussi avec les besoins qui ont été identifiés par les gens du quartier. Je vais passer là-dessus. Donc voilà, enfin, sur les recommandations, on pourra revenir par la suite. Le suivi de l'EIS, en fait, ça faisait partie des recommandations même de l'EIS. C'est-à-dire qu'on a voulu la mettre comme une recommandation, parce que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a fini l'étude et puis après, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui suit, et du coup là, on essaye tous les services de se l'approprier. Ça a permis de faire émerger du coup cette thématique d'urbanisme favorable à la santé avec l'acculturation de nos différents services au sein de la collectivité. Ça a permis de créer une commission transversale santé. C'est une instance au sein des différentes directions de la ville et de Grand Poitiers pour parler en fait des projets santé dont l'objectif est de réduire les inégalités sociales de santé. Ça permet aussi de diffuser des documents. Alors on a parlé de guide Isadora, mais en Nouvelle-Aquitaine, on a un plan petite enfance qui est particulièrement avancé, et donc on a créé un guide Bâti Réno, qui pareil est distribué en fait à tous les architectes qui travailleraient sur la construction des bâtiments petite enfance, mais aussi maternelle ou élémentaire, ou même pour les EHPAD potentiellement, avec ces recommandations santé-environnement à prendre en compte pour chaque casquette. C'est-à-dire qu'on va de l'élu au directeur des achats, des moyens généraux, de la personne qui s'occupe des enfants, etc., etc. Parce qu'en fait, la question de la santé n'est pas que réservée aux professionnels de santé, mais à tous les professionnels. Et puis aujourd'hui, ça nous a permis aussi de développer un peu plus la stratégie. Donc là, il y a eu beaucoup d'acronymes. On a un nouveau contrat local de santé, 3e génération, dont l'urbanisme favorable à la santé est un objectif prioritaire. Et là, on est en cours de finalisation d'une petite EIS, d'une relecture critique du document du PADD dans le cadre de l'élaboration du PLUI, donc du plan local d'urbanisme intercommunal sur les 40 communes. Donc on est parti d'un projet à l'échelle d'un quartier sur une école pour aujourd'hui intégrer de la santé publique dans un document stratégique sur 40 communes avec peut-être plus de différences géographiques, sociétales, puisqu'on mixe le rural avec l'urbain, avec des zones extrêmement reculées dont la mobilité n'est pas du tout abordée. Donc, voilà, c'est ce petit projet à l'échelle d'un quartier qui aussi fait son travail d'essaimage, de promotion de la santé environnementale au sein d'une collectivité et auprès de nos partenaires. Voilà.